Voilà, c'est parti. Donc, eh bien, bonjour à toutes et tous pour ce webinaire commun de la MDPH et puis du Pôle ressources handicap 64. Et du coup, on a avec nous aujourd'hui Émilie Poumès qui va donc nous faire une présentation en fait à la fois de la MDPH mais aussi des évolutions, tant au niveau des aides que du fonctionnement. Donc, on va prendre un bon moment pour la présentation d'Émilie Poumès. Après, suite à sa présentation, moi je ferai une petite présentation, je ne vais pas beaucoup de diapositives, mais 5-6 diapos pour parler un peu du pôle ressources handicap pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais ce sera assez court. Et ensuite, on fera un temps d'échange, questions-réponses. Si jamais il nous manque du temps, on a prévu quand même 2 heures maximum, mais si jamais il nous manque du temps, on essaiera de faire, enfin en tout cas, vous pourrez m'envoyer les questions et on y répondra par écrit. Donc, ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions, même si on n'a pas le temps, on trouvera le moyen de répondre aux questions. Donc, je vous remercie de couper les micros pour éviter les interférences et puis donc de désactiver vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître à la caméra. Voilà, donc ce webinaire, en fait, il a été initié d'abord à la demande d'un CCAS et puis aussi parce que nous avions en 2019 organisé avec la MDPH des rencontres territoriales sur le 64 auxquelles peut-être certains d'entre vous avaient participé. Donc, on avait fait cinq lieux de rencontre avec les services à domicile sur le 64. Et on s'est dit qu'en 2023, il y avait des choses qui avaient évolué, qu'il était aussi important de pouvoir revenir vers vous, de pouvoir échanger avec Émilie Poumès, qui avait notamment participé aussi à ces rencontres territoriales. Voilà, donc chose faite, on le fait, on l'enregistre pour ceux qui ne seront pas disponibles et qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Et puis, on fera donc ce temps d'échange à la fin avec vous toutes et tous. Eh bien, Émilie, c'est à vous. Alors, on va peut-être vérifier le partage d'écran. Je vous remets parce que, hop, je pense qu'à chaque fois, il faut lancer. Ça doit être bon, là. Alors, vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Hop, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez le support? Oui, oui. Oui, très bien. Donc, bonjour à tous, je suis donc Émilie Poumès, je suis chef du service évaluation, suivi et accompagnement des parcours. Donc, c'est l'un des services de la MDPH et je suis chargée aujourd'hui de vous parler de la MDPH, de son organisation, son fonctionnement. On fera un petit focus sur la prestation de compensation du handicap et les évolutions qu'il y a eu notamment dernièrement sur cette prestation. Donc, je ne peux pas parler de la MDPH sans parler de la loi du 11 février 2005, puisque c'est cette loi qui vient créer la MDPH et quelques instances. Mais antérieurement, il y avait eu quand même une loi importante en matière de handicap. C'est la loi du 30 juin 1975 qui avait permis de fixer un cadre juridique de l'action des pouvoirs publics, avec notamment l'importance de la prévention et du dépistage du handicap. Elle prônait aussi l'obligation éducative pour les enfants handicapés et elle confiait la reconnaissance du handicap à des commissions distinctes puisqu'on parlait de CDES pour les enfants ou encore de COTOREP pour les adultes. Donc, quelques années se sont passées, puis la loi du 11 février 2005 est sortie. C'est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est vrai que tous les termes de cette loi sont importants. Elle vient pour la première fois poser la définition du handicap. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas fait jusqu'alors, mais là, on a vraiment une définition qui s'inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles. Elle prône l'accessibilité à tout pour tous. Elle prône également le droit à la compensation. Alors, le droit à la compensation, c'est que toute personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit son origine, quelle que soit la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Elle crée la prestation de compensation du handicap, la PCH, c'est donc une prestation nouvelle qui n'existait pas avant la loi de 2005. La personne est au centre du dispositif, donc on ne fait pas à la place de la personne handicapée, mais on fait avec elle. C'est elle qui est décisionnaire de l'ensemble
de ses choix de vie. Elle crée donc les MDPH et elle crée la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. C'est l'instance décisionnaire, donc on va y revenir plus tard. Donc, je vous disais que pour la première fois, on a une définition du handicap qui est posée. Et cette définition, elle est issue du schéma conceptuel de la classification internationale du fonctionnement, de la CIF. La CIF, elle a été élaborée par l'Organisation mondiale de la santé pour fournir un langage international harmonisé pour décrire et classifier le fonctionnement des individus. Le handicap n'est donc plus envisagé comme un attribut de la personne, mais c'est bien comme une restriction de sa participation sociale et cela résulte de l'interaction entre une limitation d'activité. Vous voyez, au centre, on a les activités, donc ce que la personne est en capacité de réaliser ou pas. Donc, c'est les interactions entre la limitation… Excusez-moi, Émilie. Non, on ne le voit pas, la deuxième diapo. On est figé sur la première. Ah. Peut-être la relancer. Ouais. Est-ce que là, vous la voyez ou pas? Pour le moment, non. On voit toujours. Enfin, on les voit, mais on les voit en bandeau à gauche, mais on ne l'a pas en affichage dans le centre de l'écran. Et pourtant, moi, je l'ai Peut-être en grand. Vous l'avez mis en diaporama? Oui, 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 je l'ai en diapo. Non, nous, on ne l'a pas en diaporama. On voit juste la première, et puis après, on voit le bandeau avec toutes les autres à gauche. Alors, je regarde. Alors, voilà, là, c'est bon. Là, on a la deuxième. Là. Oui, mais vous n'avez pas la version diaporama, là. Vous avez… Non, on a la version avec le bandeau à gauche. Alors, attendez, je vais essayer de retenter le partage. Là, c'est bon. Là, c'est mieux? Ouais, enfin, pour le moment, on est sur la deuxième. Alors, voyons. Est-ce que là, vous voyez là, le grand schéma, donc? Là, pour l'instant, on ne voit rien. On vous voit, vous. C'est bon. Alors, vous allez me dire si jamais ça ne suivait pas. Du coup, oui, je vous évoquais la classification internationale du fonctionnement dont est issue la définition donc, du handicap, que le handicap n'est donc plus perçu comme un attribut de la personne, mais vraiment comme une restriction de sa participation. Et vous voyez dans l'item de droite sont recensées les activités, donc au centre, quelles sont les activités que la personne est en capacité de réaliser ou pas, et est-ce qu'il y a des restrictions de sa participation dans la vie quotidienne, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles elle est empêchée? Et l'importance dans ce modèle de la définition du handicap, c'est vraiment l'interaction entre chacun des éléments. On n'est plus dans une approche purement sociale ou purement médicale, mais vraiment, on va aller chercher les facteurs environnementaux, les facteurs personnels que sont le parcours professionnel ou les derniers diplômes obtenus, le parcours, l'expérience professionnelle que la personne peut avoir. On va prendre en compte l'ensemble de ces éléments, son lieu de vie, et on va évaluer si cela fait obstacle ou pas en fonction des altérations, des fonctions mentales, cognitives ou psychiques subies par la personne dans son environnement. Donc, on ne prend pas en compte que la personne et ses difficultés, mais bien la globalité de l'environnement dans lequel elle vit et de voir s'il est facilitateur ou si cela fait obstacle à la vie quotidienne.
Donc ça, c'est un élément central. Est-ce que vous voyez l'autre diapo sur la définition du handicap? Oui, c'est bon. C'est bon, donc ça suit, je ne touche plus à rien. Donc la définition du handicap est posée et on va voir que ce sont les termes du schéma précédent qui sont repris, puisqu'on nous dit que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc la définition maintenant est posée et il faut que ces difficultés soient durables. On entend par durable, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient présentes pour au moins 1 an. Il ne pourra pas y avoir de décision MDPH pour une durée inférieure à 1 an, parce que sinon on n'est pas dans la définition du handicap, on ne répond pas à ce critère-là. C'est-à-dire que les difficultés doivent être présentes pour une durée d'au moins 1 an. Donc, la loi du 11 février 2005 a créé la MDPH. Et comment est organisée la MDPH? Donc, c'est un groupement d'intérêt public, c'est un GIP, avec à sa tête une commission exécutive. La commission exécutive, elle est là pour administrer la MDPH et elle va délibérer notamment sur son organisation, sur le budget, sur les conventions qui peuvent être passées. Ensuite, on a les CDAPH. Comme je vous ai dit initialement, c'est une instance décisionnaire, c'est-à-dire que les équipes pluridisciplinaires, elles vont faire des propositions de prestations, de compensations pour répondre aux besoins de la personne handicapée. Mais l'instance décisionnaire, ça sera cette commission, la commission des droits et de l'autonomie. Elle est venue remplacer les CDES ou les COTOREP telles qu'elles existaient auparavant. Le rôle de la commission, donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'instance décisionnaire. Elle est constituée de 23 membres. Elle va donc étudier les préconisations des équipes pluridisciplinaires et elle prend une décision pour des durées minimum donc de 1 an, de 3 ans, de 5 ans, 10 ans. Et on verra que maintenant, on est lorsque les situations le justifient, des attributions de droits sans limitation de durée. Les personnes handicapées ou leurs représentants peuvent être entendus au sein de cette instance. Et enfin, en bas du schéma, il y a les équipes pluridisciplinaires. Donc, elles sont à géométrie variable. Elles vont être composées d'assistants sociaux, de médecins, d'ergothérapeutes, d'infirmiers, de psychologues, de directeurs d'établissements et services médico-sociaux, d'enseignants spécialisés, de psychiatres. Voilà, c'est vraiment la pluridisciplinarité. Et ce sont ces équipes-là qui sont en charge d'évaluer les besoins des personnes handicapées qui nous sollicitent. Au niveau de la MDPH, là, vous voyez l'organigramme alors simplifié. La présidence est donc déléguée à Geneviève Berger, la présidence déléguée du conseil départemental. La directrice de la MDPH est Madame Schmitt, avec pour directrice adjointe Madame Catelion. Et on a à la MDPH donc 3 grands services, un service accueil et relations à l'usager, un service gestion des droits, ça sera le service plutôt administratif qui vise à enregistrer les demandes, vérifier que les demandes soient administrativement complètes, et ensuite le service évaluation, suivi et accompagnement des parcours. Donc vraiment en charge de toute l'évaluation au niveau de la MDPH et chargé de faire des propositions. Je vous ai fait un petit focus sur l'évolution des demandes. Depuis sa création, donc, la MDPH a commencé à fonctionner en 2006. On comptait donc fin 2006 un nombre de personnes qui a au moins effectué une demande, à peu près 12 600. On avait 12 600 sollicitations. En 2019, on est à 22 948 sollicitations et les derniers chiffres que j'ai, c'est ceux de 2021. On est sur 22 223 sollicitations. Donc, il y a plus de 80% de hausse par rapport à la création de la MDPH jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il semblerait qu'on ait atteint un certain plafond. À voir si ça se vérifie dans les années à venir.
Au niveau des missions, donc la MDPH, elle a différentes missions. La première est une mission d'information, d'accueil et d'écoute et d'aide à la formulation du projet de vie. Ces missions-là, elles sont assurées à la fois par les agents d'accueil sur site, donc à la MDPH à Pau, mais aussi par les travailleurs sociaux qui peuvent assurer un accueil de deuxième niveau et aider à la personne à formuler son projet de vie ou à exprimer ses demandes si cela n'est pas facile pour elle. Ensuite, il y a une mission d'évaluation. Donc ça, c'est le rôle, comme je vous l'ai dit, des équipes pluridisciplinaires. Elles sont chargées d'évaluer, d'élaborer le plan de compensation. On parle de PPC, de plan personnalisé de compensation. Ces éléments-là, ces PPC sont présentés en commission des droits et de l'autonomie qui, elle, est chargée de prendre des décisions. La MDPH a également un rôle de suivi de la compensation. Donc, on doit suivre les propositions qui sont faites et les décisions qui sont prises par la CDAPH et une mission d'accompagnement ou de médiation. Il était important de vous rappeler aussi quel est le circuit d'un dossier à la MDPH. Donc, effectivement, le dossier, vous voyez à travers ce schéma, il doit franchir différents services, différents paliers avant que la personne handicapée ait une réponse de notre part. Et cela fait que voilà, les délais peuvent être plus ou moins longs. Donc, toutes les demandes sont adressées au service courrier qui est en charge de les enregistrer sur notre logiciel informatique. Ensuite, elles sont transmises au service GDD, c'est le service gestion des droits. C'est donc le service administratif qui va vérifier que le dossier est bien complet. Pour rappel, les pièces obligatoires à tout dossier MDPH sont le formulaire de demande, un certificat médical qui date de moins d'1 an, un justificatif d'identité, un justificatif de domicile. Ça, ce sont les 4 pièces obligatoires qui permettent au service gestion des droits de faire une recevabilité et donc de générer un accusé de réception de dossier. Ensuite, il peut y avoir des pièces complémentaires qui vont être nécessaires pour les équipes pluridisciplinaires. Donc, c'est vrai que dans certaines situations, on va demander des pièces telles que des bilans, peut-être médicaux ou d'autres documents qui vont être nécessaires pour l'évaluation du dossier. Donc, une fois que le dossier est complet, il va transiter ensuite en évaluation. En fonction de la demande, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux d'équipe. Il y a des équipes pluridisciplinaires de premier niveau qui sont composées d'un médecin ou d'une infirmière, d'un travailleur social et d'un agent administratif qui lui est attaché à l'évaluation. On a des équipes pluridisciplinaires de deuxième niveau. Là, ce sont des équipes pluridisciplinaires spécialisées. Chez les enfants, nous allons avoir des équipes spécialisées en matière de scolarité, avec la représentation de professionnels de l'éducation nationale au sein de ces équipes. On va avoir des équipes spécialisées dans l'emploi, avec comme représentants des pôles emploi, des CAP emploi, des centres de réadaptation professionnelle. On a également des directeurs d'établissements médico-sociaux. Et on a aussi des équipes dites de troisième niveau. Donc, c'est notamment pour les situations complexes. Vous avez peut-être dû entendre parler de groupes opérationnels de synthèse, donc des GOS, pour des situations pour lesquelles la MDPH a déjà fait une première proposition avec un plan personnalisé de compensation, mais que ce dernier n'arrive pas à se mettre en œuvre. La personne handicapée est en droit de ressolliciter la MDPH pour trouver des solutions. Et dans ces cas-là, la MDPH doit donc réunir l'ensemble des acteurs du territoire qui sont susceptibles d'apporter une réponse de façon à ce qu'un projet alternatif puisse être construit. On entend aussi par équipe de troisième niveau des équipes spécialisées dans le trouble du neurodéveloppement où on a la chance d'avoir la participation du CRA, du Centre Ressources Autisme, notamment au sein de ces équipes. Une fois que les équipes donc, ont évalué la demande, on définit quels étaient les besoins en matière de compensation. Elles vont faire des propositions et elles vont les présenter à la Commission des droits et de l'autonomie. Une fois que le dossier a pu être présenté en Commission des droits et de l'autonomie, l'usager ou son représentant légal va recevoir une notification de décision.
Voilà, et maintenant, avec les évolutions de notre système d'information, on a des envois qui se font de façon numérique avec notamment les organismes payeurs tels que la CAF ou la MSA ou l'imprimerie nationale, notamment pour l'édition des cartes mobilité inclusion. Donc, ça permet d'avoir une rapidité pour les payeurs dans la lecture des décisions prises par la CDAPH. Et une fois voilà, que le dossier a été présenté en CDAPH, que les notifications ont été transmises à l'usager, il est classé dans ce qu'on appelle, nous, notre espace d'archives, dite la classothèque. Vous voyez apparaître une petite bulle concernant le fonds départemental de compensation. C'est en effet un fonds qui est géré par la MDPH pour toutes les demandes de PCH, mais pour ce qui est d'aide ponctuelle. Donc, on verra après dans le focus PCH, vous avez des aides techniques, des aménagements logements, des aménagements de véhicules. Donc, pour ces trois types, pour ces éléments-là au titre de la PCH, s'il y a un reste à charge qui est trop important et que la personne ne peut pas supporter, elle peut solliciter le fonds départemental de compensation. Donc, c'est un dossier annexe à faire que vous trouvez sur notre site internet pour aller rechercher des financements complémentaires et donc réduire le reste à charge. Mais c'est valable uniquement pour des aides ponctuelles. Ensuite, voilà, vous avez ici le détail des prestations pour lesquelles la CDAPH est compétente. Vous voyez un petit E pour tout ce qui est prestations enfants et un petit A pour les prestations donc adultes, ou alors les prestations qui peuvent être communes à la fois chez les enfants ou chez les adultes. Vous avez tout ce qui est dans les allocations, l'allocation d'éducation d'enfants handicapés et ses compléments, donc ça c'est pour les enfants. Tout ce qui est attrait à la scolarisation, donc la MDPH et la CDAPH est compétente pour statuer sur les PPS, les projets personnalisés de scolarisation. Là, on est aussi chez les enfants. Les cartes mobilité inclusion, donc là, elles sont valables pour les enfants comme pour les adultes. On a donc 3 mentions au niveau de la carte mobilité inclusion. Une mention invalidité pour les personnes qui sont à un taux de plus de 80%. Une mention priorité pour les personnes dont le taux est supérieur à 50%. Et enfin, une mention stationnement pour les personnes dont le périmètre de marche est altéré ou si elles nécessitent l'aide d'un tiers dans les déplacements. La PCH, donc on va y revenir plus en détail après. La CDAPH est compétente pour statuer sur tout ce qui est orientation vers les établissements médico-sociaux. Donc, on a différents établissements médico-sociaux. Chez les enfants, on va avoir les instituts médico-éducatifs, dits IME, les ITEP. Et chez les adultes, nous allons avoir les foyers de vie, les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées, donc en fonction voilà, des besoins de la personne. Et on va orienter vers l'établissement qui correspond le plus à ses besoins. Au niveau des allocations, nous allons avoir l'AAH, l'allocation adulte handicapé, donc pour les adultes, et le complément de ressources qui, lui, ne peut être demandé qu'en renouvellement. Il ne peut plus être sollicité en cas de première demande. On va avoir tous les dispositifs en matière d'emploi et d'orientation professionnelle, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, la RQTH. L'allocation compensatrice tierce personne, c'est une prestation donc pour les adultes, mais qui ne peut être sollicitée qu'en renouvellement. En première demande, on ne peut plus la demander. Il faut solliciter dans ces cas-là une prestation de compensation du handicap, une PCH. Et enfin, l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, donc une prestation adulte pour les personnes qui ont un taux à plus de 80%. Donc voilà en résumé l'ensemble des prestations que la CDAPH est compétente pour décider d'une attribution. Donc avant de décider d'avoir une notification de décision, il faut déposer un formulaire de demande à la MDPH et vous devez savoir que ce formulaire a changé en 2019. Il est effectivement beaucoup plus conséquent, on va dire, que le formulaire précédent, mais il est beaucoup plus complet si les informations sont bien renseignées. Donc, c'est un formulaire dit hybride, puisque l'usager a 2 possibilités. Soit la personne sait
à quelle prestation elle pourrait prétendre ou elle souhaiterait voir examinée, auquel cas on parlera de demande exprimée. Donc pour ceux qui ont un peu plus l'habitude de manier le formulaire de demande, on est dans la partie E. Donc le formulaire est scindé en différentes parties, de A à F. Et la partie E est le récapitulatif de l'ensemble des prestations qui peuvent être sollicitées à la MDPH. On parle alors de demande exprimée. Ça veut dire qu'elle était initialement conçue pour les renouvellements. L'usager, sachant qu'il a un droit qui arrive à échéance et il souhaite faire le renouvellement, il peut simplement cocher cette partie E, préciser la prestation qu'il souhaite renouveler, mais il n'est pas obligé de repasser par la première partie du formulaire qu'on appelle les demandes génériques, c'est-à-dire que l'usager ne va pas exprimer une demande bien précise, mais par contre, il va nous faire état de ses besoins et de ses attentes dans la vie quotidienne. Et la grande avancée de ce formulaire de demande, c'est qu'on est dans le cadre d'une évaluation globale, c'est-à-dire que les équipes pluridisciplinaires doivent évaluer l'ensemble des prestations qui répondraient aux besoins de la personne handicapée. Contrairement à avant, l'ancien formulaire ne nous permettait pas de nous autosaisir d'une prestation. Là, aujourd'hui, on doit évaluer dans la globalité les besoins de la personne handicapée. Alors, ce formulaire, là, je vous ai mis que les premières pages. Donc, sur la gauche, là, c'est le formulaire de demande. Donc, comme je vous disais, il y a différentes parties. Une partie A qui va être plus sur la partie administrative, l'identité de la personne, son adresse, est-ce qu'il y a une mesure de protection ou pas. La partie B, on va être sur la partie de la vie quotidienne, c'est-à-dire que là vont être détaillées la situation familiale, les ressources, quels sont les besoins dans la vie quotidienne pour vivre à domicile, pour se déplacer, et quelles sont les attentes de la personne handicapée, quel est son souhait, est-ce qu'elle veut continuer à vivre à domicile, est-ce qu'elle souhaite vivre en établissement médico-social, est-ce qu'elle a besoin de matériel spécifique, etc. La partie C va relater tous les éléments relatifs à la vie scolaire ou la vie étudiante, et pour les adultes, ça va être la partie relative à la situation professionnelle. Donc, est-ce que la personne, quel est son dernier diplôme obtenu? Est-ce qu'elle a connu des périodes d'emploi ou pas? Si oui, de quelle durée? Pour quelle mission? Donc, toutes ces informations-là sont importantes à porter à la connaissance des évaluateurs MDPH, puisque ça permet de mieux comprendre la situation et d'évaluer au mieux les besoins. La partie E, je vous l'ai dit, elle relève toutes les prestations qu'il est possible de solliciter. Donc, on va être dans le cadre des demandes exprimées. Et la partie F, qui est la dernière partie, qui est facultative, ça permet à l'aidant qui s'occupe de la personne handicapée de s'exprimer sur ses besoins à lui et ses attentes. Voilà, et vous voyez sur la partie de droite, je vous ai fait une copie d'écran de ma MDPH en ligne, puisque depuis plusieurs mois, maintenant, l'usager a la possibilité de déposer son dossier de façon numérique, c'est-à-dire qu'il va compléter le formulaire de demande. C'est exactement la même chose, c'est les mêmes items, les mêmes parties que je vous citais de A à F au niveau du formulaire, mais de façon dématérialisée. Donc, il le fait directement sur l'ordinateur et il peut joindre donc les pièces annexes que sont le certificat médical, le justificatif d'identité de domicile. C'est envoyé à la MDPH. Et du coup, il va recevoir son accusé de réception directement en ligne. Donc, il aura une notification de décision qui dira que le statut de son dossier a évolué. Il y a des documents qui lui sont transmis. Et ce sera le cas aussi pour les notifications de décision. Il pourra les retrouver toujours sur son compte. Alors, actuellement, cette transmission de documents est mise en suspens puisqu'il y a un paramétrage qui est en cours. Mais voilà, normalement, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, là vous avez le détail de la différence avec ce nouveau formulaire. On est vraiment maintenant sur une approche par les besoins et les attentes et non pas par une prestation, la réponse à cette prestation. On est vraiment dans l'évaluation globale de la situation. Ce formulaire de demande, il est issu notamment de la logique dite GEVA. Le GEVA, c'est le guide d'évaluation des besoins à la MDPH qui est national. Il est utilisé par toutes les MDPH. Et vous pouvez voir dans ce schéma les différents volets de 1 à 8. Ça reprend
également les parties que je vous citais du formulaire de demande. C'est-à-dire que le travail des équipes pluridisciplinaires va être de compléter ce guide d'évaluation avec toutes les informations qui sont portées à notre connaissance sur l'environnement social, sur l'habitat, le cadre de vie, quel est le parcours, les formations réalisées, le parcours professionnel au niveau médical. Voilà, quel est le diagnostic, mais surtout quel est le retentissement sur la vie quotidienne, qu'est-ce que la personne est en capacité de faire ou de ne pas faire au niveau psychologique, s'il y a des informations à apporter à la connaissance. Et vous voyez que le volet central, c'est le volet 6, ça va être le volet qui va permettre de déterminer et d'évaluer les capacités fonctionnelles de la personne. Est-ce qu'elle est en capacité ou pas de faire tel ou tel acte? Il y a un volet 7 sur la mise en œuvre de ces aides. Donc, quand on a bien repéré qu'il y avait un besoin, qui va assurer, notamment là, pour la PCH, par exemple, quel intervenant va réaliser les 2 heures par jour, par exemple, qui ont été évaluées pour aider la personne handicapée? Est-ce que ça va être de l'aidant familial? Est-ce que ça va être un service d'aide à domicile ou tout autre intervenant? Et le volet 8, c'est un volet de synthèse. Donc, c'est vraiment la synthèse de l'ensemble des informations qui sont retranscrites dans tous les autres volets et qui est portée à la connaissance de la Commission des droits et de l'autonomie pour qu'elle puisse statuer avec l'ensemble des éléments. Voilà pour la partie évaluation. On en vient à la PCH, donc la prestation de compensation du handicap. Pour accéder à cette prestation, vous allez voir qu'il y a des critères de résidence, d'âge et ensuite d'éligibilité. Donc, les critères de résidence, il faut que la personne réside de façon stable et régulière sur le territoire français. Il peut y avoir des autorisations de séjour provisoire hors du territoire, mais elles ne doivent pas excéder 3 mois au cours d'une année civile. Ou alors, c'est parce que la personne le fait dans le cadre de la poursuite d'études. S'il n'y a pas de domicile fixe, la personne handicapée a la possibilité d'élire un domicile auprès d'un CCAS et elle pourra ainsi déposer une demande de PCH. Il y a également des critères d'âge, puisque c'est une prestation qui est attribuée uniquement aux personnes qui ont moins de 60 ans. Ça, c'est le principe. Mais il y a des exceptions, puisque les personnes qui nous sollicitent après 60 ans, c'est possible. Toutefois, le travail des équipes pluridisciplinaires va être de rechercher l'éligibilité à cette prestation avant les 60 ans. Donc là, on va demander, si c'était quelqu'un qui n'était pas connu de la MDPH antérieurement, où on n'a aucun historique de son dossier avant ses 60 ans, on va demander des éléments médicaux antérieurement aux 60 ans pour voir si cette personne répondait aux critères d'éligibilité avant les 60 ans. Donc, elle peut nous solliciter aujourd'hui à 80 ans. Elle peut être en difficulté à ce jour, à 80 ans, mais pour pouvoir lui proposer un plan d'aide PCH, il faut qu'on reconnaisse son éligibilité avant 60 ans. Donc, il faut que les difficultés aient été bien présentes antérieurement aux 60 ans. Et on va voir quelles sont les activités qui sont à côté pour être éligible à la PCH. Il y a tout de même une exception, puisque si la personne est en activité professionnelle, même si elle a plus de 60 ans, on va faire une éligibilité au jour de la demande. Et également pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice tierce personne. Pour les personnes qui ont plus de 60 ans et qui bénéficient déjà peut-être de l'APA, s'ils sont éligibles à la PCH, on va leur demander de choisir. Les 2 prestations n'étant pas cumulables, on va leur demander de choisir soit entre le plan d'aide PCH, soit le plan d'aide APA. Et s'ils choisissent la PCH, et notamment lorsqu'on a évalué des aménagements de logement ou des aides techniques, il y a ce qu'on appelle un droit de tirage. Donc, on calcule un délai pendant lequel la personne ne peut pas abandonner sa PCH. Il faut qu'elle garde la PCH le temps du droit de tirage et ensuite qu'elle puisse rebasculer en APA si elle le souhaite. Voilà pour les droits d'option. La PCH, c'est donc une prestation qui est personnalisée. On évalue vraiment les besoins de la personne elle-même, mais il existe quand même quelques forfaits. On parlera de forfait surdité pour les personnes dont la déficience auditive est supérieure à 70 décibels et qui utilisent une interface de communication. On parlera de forfait cécité pour les personnes déficientes visuelles dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20.
Et dernièrement, on a un nouveau forfait, le forfait sur 10 cécité, qui est réservé aux personnes qui cumulent ces deux déficiences. Il y a également un forfait éducatif pour les jeunes qui sont en âge de scolarité et qui sont en attente de place en établissement médico-social. Dans ces cas-là, on peut majorer le forfait aide humaine PCH d'1 heure. Et enfin, le forfait parentalité, on y reviendra puisque c'est une des nouveautés là depuis 2021 au titre de la PCH. La PCH, c'est une prestation en nature. Elle est destinée à couvrir un besoin qui a donc préalablement été identifié. Et elle est soumise à contrôle d'effectivité. Donc, c'est une prestation qui est versée par le conseil départemental et qui fait l'objet de contrôle d'effectivité dans sa mise en œuvre. Il y a une éligibilité qui est spécifique. Donc, on verra les activités après qui sont cotées pour être éligibles à la PCH et elle n'est pas soumise à un taux d'incapacité. Autant il y a des prestations telles que l'allocation adulte handicapé ou la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité qui, elles, sont assujetties à un taux d'incapacité. La PCH, non. C'est vraiment une éligibilité spécifique. C'est une prestation donc d'aide sociale légale qui est sans recours sur succession. Il n'y a pas de prise en compte de ressources, donc elle n'est pas soumise à des conditions de ressources, excepté si la personne handicapée perçoit des intérêts de capitaux placés de plus de 2 000 € par mois ou des revenus fonciers. Dans ces cas-là, la PCH est versée à 80% de son montant au lieu de 100%. Et enfin, il y a un principe qui est important, c'est le libre choix de l'aidant, du service, de l'artisan ou du revendeur. Effectivement, la personne est libre de choisir qui elle souhaite faire intervenir à domicile, à quels artisans, s'il y a des travaux qui sont envisagés, c'est elle-même qui choisit librement les artisans ou encore les revendeurs lors d'aides techniques lorsque du matériel est préconisé. La PCH, elle permet donc de prendre en compte différents besoins et elle se traduit par 5 éléments. L'élément 1, ça va être les besoins liés à l'aide humaine. L'élément 2, ça va être tout ce qui est aide technique, donc tout ce qui est matériel. On va avoir des prothèses auditives, des fauteuils roulants, des téléagrandisseurs, des sièges de bain, et j'en oublie sûrement, oui. L'élément 3, ça va être l'aménagement du logement, tout ce qui est remplacement de baignoire par une douche, remise à niveau de certains sols, rampes d'accès. On va avoir tout ce qui est aménagement du véhicule, que la personne soit conductrice ou passagère. Dans ces cas-là, elle peut bénéficier d'un aménagement du véhicule. Et on a tout ce qui est surcoût lié au transport pour les déplacements réguliers et fréquents, tels que les déplacements du domicile vers un établissement médico-social. Ça peut être pris en compte dans le cadre de la PCH. L'élément 4, ça va être les charges spécifiques ou exceptionnelles. Ça va être toute dépense liée au handicap pour les charges spécifiques qui est récurrente. On va retrouver dans cet élément-là les frais de protection, les frais d'hygiène, les frais de protection, les alaises, les gants, les épaississants, l'eau gélifiée. Voilà, tout ce type de matériel, l'abonnement de la télé-alarme, on peut l'avoir à ce niveau-là. Ou les charges exceptionnelles, ça va être les dépenses ponctuelles. On y retrouve dans cet item les surcoûts liés aux vacances adaptées, les frais d'encadrement donc supplémentaires, notamment pour les périodes de vacances adaptées organisées par des organismes de séjour. Et l'élément 5, c'est l'aide animalière. Donc, c'est un forfait qui est de 50 € par mois pour l'entretien du chien, que ce soit un chien guide ou un chien d'assistance, mais il faut que le chien ait suivi, bien sûr, une formation par un organisme labellisé. Si je reviens sur les besoins en aide humaine, donc ils peuvent être reconnus dans 5 domaines. Donc, au niveau des actes essentiels, que sont la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination. Au niveau de la surveillance, on peut évaluer un temps. Il peut y avoir des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, ou l'exercice de la parentalité, donc c'est le tout nouvel item depuis 2021. Et enfin, depuis janvier 2023, on a la possibilité de valoriser un temps de soutien à l'autonomie.
C'est réservé exclusivement aux personnes qui ont des besoins spécifiques, notamment liés à une altération des fonctions intellectuelles, cognitives, psychiques ou d'un trouble du neurodéveloppement. On va pouvoir valoriser un temps pour tout ce qui aide à la planification, à organiser l'activité, entamer l'activité, l'exécuter, gérer le temps d'activité. Donc voilà, c'est un temps qui n'existait pas auparavant et que maintenant on peut valoriser, mais exclusivement pour ces personnes-là qui ont une altération des fonctions intellectuelles, cognitives, psychiques ou un trouble de neurodéveloppement. Voilà, donc vous voyez que effectivement l'activité notamment d'aide ménagère ne fait pas partie de ces items-là et ne peut pas être valorisée dans un plan d'aide PCH. Il y a eu une évolution réglementaire au niveau du temps d'alimentation, puisque la préparation des repas était jusqu'à 2021 exclue de ce temps d'alimentation, et depuis 2021, on a la possibilité d'intégrer le temps de préparation des repas, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc ça, on a la possibilité de l'inclure dans les plans d'aide, mais tout ce qui est entretien du linge, du logement, ça ne relève pas de cette prestation-là. Je vous évoquais tout à l'heure l'éligibilité à la PCH. Comment savoir si une personne est éligible ou pas? Mais les équipes pluridisciplinaires, elles évaluent ce qu'on appelle le volet 6 du GEVA, dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans ce volet 6, on voit qu'il y a 4 grands domaines d'activité, avec 20 activités qui sont représentées. Et les équipes pluridisciplinaires doivent coter si la personne est en difficulté grave ou absolue. Difficulté absolue, elle ne peut pas du tout réaliser l'activité. Difficulté grave, elle peut réaliser l'activité, mais que partiellement, et le résultat est altéré. Donc, si la personne handicapée a 2 difficultés graves ou une absolue parmi l'ensemble des activités que vous voyez là à l'écran, elle sera éligible à la PCH. Et il y a des restrictions ensuite pour l'éligibilité à l'aide humaine. Il faut que les difficultés se situent dans certains items. Depuis le 1er janvier 2023, donc avec la mise en œuvre là, du soutien à l'autonomie dans les plans d'aide, on a une nouvelle activité qui est entreprendre des tâches multiples, qui était quelque chose qu'on ne cotait pas auparavant. Enfin, on n'avait pas l'item n'était pas dans la grille d'éligibilité. Aujourd'hui, il fait partie de la 20e activité qui peut être cotée et qui peut rendre éligible à la PCH. Donc, une fois que les évaluations ont été faites, alors soit à domicile, soit dans les locaux à la MDPH, les évaluations, elles se font généralement en binôme, donc soit avec médecins et assistants sociaux, soit infirmiers et assistants sociaux. Qu'on a vérifié les critères d'accès à la PCH, si ceux-ci sont remplis, on va évaluer un plan d'aide humaine. Et je vous ai mis là un modèle de plan personnalisé de compensation dans lequel on évalue des temps au niveau de la toilette, de l'habillage en fonction des besoins de la personne handicapée. Ce qui fait que le cumul de ces temps va faire un besoin journalier. Et ensuite, le travailleur social va donc échanger avec la personne et voir qui va pouvoir assurer ces heures évaluées. Et là, en l'occurrence, on fait apparaître le nom du service prestataire, si c'est un service prestataire qui doit intervenir. Et on a donc une PCH globale en fonction du tarif PCH de l'intervenant, du nombre d'heures évaluées, et ça fait un montant PCH à verser. On transmet à l'issue de la commission une copie de la notification de décision au conseil départemental pour qu'il puisse mettre en paiement cette prestation. Donc le département va lui de son côté demander des pièces administratives telles que le RIB ou l'avis d'imposition. Ça va être des pièces obligatoires pour pouvoir mettre en paiement le plan d'aide. Et ensuite le saisir au niveau de leur logiciel informatique. Tout changement de plan d'aide doit bien sûr être signalé au département et s'il y a une réévaluation des heures, dans ces cas-là, il faut alerter aussi la MDPH. Petite précision sur le rôle des travailleurs sociaux à la MDPH. Donc, ils sont chargés d'informer. Donc, ça fait partie d'une de nos premières missions de la MDPH, c'est l'information. Informer la personne sur ses droits et sur les dispositifs existants. Ils sont chargés d'évaluer les besoins des personnes handicapées puisqu'ils participent aux équipes pluridisciplinaires. Et ils accompagnent à la mise en œuvre des plans d'aide PCH.
Et on a travaillé de ça depuis plusieurs années une fiche de liaison. Donc, vos services doivent recevoir pour les premières demandes de PCH afin d'identifier ce sur quoi le plan d'aide porte. Est-ce que ça va être une aide à la toilette, une aide totale ou que de la stimulation, une aide à l'habillage? Est-ce que c'est plus pour des sorties? Donc, le travailleur social, dès qu'il a finalisé le plan d'aide PCH avec l'usager et que le service est d'accord pour intervenir, on a cette fiche de liaison qui vous est transmise. On l'a fait évoluer suite aux derniers échanges, notamment et au déplacement sur le territoire, sur le fait qu'il était remonté que c'est des informations surtout descendantes, c'est-à-dire de la MDPH vers les services d'aide à domicile. Mais les informations du service d'aide à domicile sont tout aussi importantes, voire plus importante, notamment dans le cas des renouvellements ou de révisions de droits, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui êtes au contact avec les usagers et qui pouvez nous apporter beaucoup plus d'informations sur comment le plan d'aide PCH est mis en œuvre. Donc, on a rajouté au dos de la fiche de liaison une partie information complémentaire du service d'aide à domicile à communiquer à la MDPH. Donc, c'est important que j'avais transmis à l'ensemble des services d'aide à domicile et si besoin, on vous refera passer ce document-là pour que vous puissiez, vous, de votre côté, lorsque vous êtes au quotidien avec la personne, et si cela fonctionne, très bien, mais c'est bien de le dire aussi quand le plan d'aide fonctionne correctement. Si par contre, il y a des réajustements à faire, que ce soit au niveau des actes, qu'il est prévu, je ne sais pas, moi, le plan d'aide prévoit un temps pour la toilette et pour l'habillage, et au final, ce n'est pas ce qui est demandé par l'usager. Donc, ça permet au travailleur social de refaire un point aussi avec l'usager, avec le service sur ce pourquoi est faite la PCH et éviter des dérives telles qu'on peut en connaître dans certaines situations. Donc, voilà, votre regard est important à ce niveau-là. Et est-ce que j'avais... Voilà, et donc je vous ai retranscrit les dernières évolutions législatives. Donc, je vous parlais de droits sans limitation de durée. Effectivement, ça fait plusieurs années où les textes, depuis plusieurs années, les textes ont évolué dans le sens où la personne, si ses besoins ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, elle n'a pas à nous ressolliciter tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Mais nous avons, nous, MDPH, la possibilité d'attribuer des droits sans limitation de durée. Donc, c'est ce que vous devez voir, je pense, maintenant. C'était fin d'année 2019, de temps qu'on puisse le mettre en œuvre. Donc, maintenant, c'est quand même rentrer dans les mœurs, je dirais. Et dernièrement, depuis début 2022, tous les éléments relatifs à la PCH, alors, ils avaient des durées différentes en fonction de l'élément. Auparavant, par exemple, l'aménagement du véhicule, c'était attribué pour 5 ans, alors que le logement était 10 ans. L'aide humaine, c'était 5 ans. Là, tous les éléments de la PCH ont une durée de validité de 10 ans maximale. Et on a la possibilité aussi d'attribuer un droit sans limitation de durée. Voilà, ce qui ne veut pas dire que ce droit est définitif. La personne a toujours la possibilité de nous ressolliciter si jamais ses besoins ont évolué ou se sont aggravés. Les textes prévoient que la MDPH contacte le bénéficiaire au moins une fois pendant la période de ces 10 ans. Et enfin, le forfait parentalité. Donc, depuis janvier 2021, on a donc un forfait parentalité, aide humaine et aide technique. Donc, le forfait parentalité, il est dédié aux personnes, aux parents, en fait, qui sont en situation de handicap, qui ont une PCH, qui sont éligibles à la PCH aide humaine ou à la PCH tout court ou aide technique, et qui ont un enfant entre 0 et 7 ans pour le forfait parentalité aide humaine et entre 0 et 6 ans pour le forfait technique. C'est donc un forfait. Il n'est pas soumis à contrôle d'effectivité et le montant varie alors ça varie si la famille est monoparentale ou pas. Et si la famille n'est pas monoparentale, on va avoir 950 € par mois de forfait, donc versé entre 0 et 3 ans de l'enfant. Et au-delà, c'est un montant dégressif de 450 €. Voilà, donc c'est un forfait qui permet à la personne handicapée de l'aider dans sa parentalité, d'embaucher des TISF ou tout autre professionnel pour l'aider à s'occuper de son enfant. Voilà au niveau des évolutions réglementaires qui a eu lieu ces dernières années. Et
et nous en avons fini. Donc, je vous remercie pour votre attention. Très bien. Ben, merci, Émilie. Moi, je vais prendre la main juste 5-10 minutes à peu près pour vous parler du pôle ressources handicap et puis après, on passera aux échanges questions-réponses. Et puis, on laissera peut-être aussi la parole. Je ne sais pas si Stéphanie, elle est toujours avec nous parce que je sais qu'elle doit... je ne la vois pas. Oui, Stéphanie est là. Vous êtes avec nous encore quelques minutes, Stéphanie. Je sais que vous devez vous absenter, mais Oui, bonjour, excusez-moi, je suis là jusqu'à 15h30. d'accord. Donc oui, moi j'en ai pour 5-10 minutes et puis après je vous laisse éventuellement la parole s'il y a des points que vous voulez préciser ou des commentaires et puis après on passera aux échanges avec les personnes qui sont connectées. Ça vous va? Très bien, parfait. Alors, donc à moi maintenant de partager mon écran. Hop. Oui, ben non, ne pas. Alors, je vais pouvoir. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, très bien. Alors, ça. Donc, le pôle ressources handicap qui a été, donc j'ai 5-6 diapos, vous allez voir, ça va être assez rapide, mais qui a été, ça me paraissait important quand même de pouvoir en reparler pour celles et ceux qui ne sont pas toujours au courant. Donc, c'est un pôle ressources qui a été créé donc, à l'initiative du conseil départemental donc en 2017 et qui donc est porté par le SIAPA. Donc, avec un focus vraiment sur le développement des compétences des professionnels de l'aide à domicile sur le secteur du handicap et sur les spécificités. Donc, notre objectif, c'est de mettre en place vraiment des actions concrètes, pragmatiques, utiles au profit des personnes en situation de handicap et donc des professionnels qui œuvrent ou qui vont œuvrer à destination de ces personnes. Alors, on travaille avec un comité technique. Enfin, le comité technique est celui qui, on va dire, anime en particulier le travail de ce pôle ressources handicap dont je suis la référente depuis fin 2017. Mais c'est un travail vraiment collégial, collectif, qui permet de décider finalement, de réfléchir quelles sont les actions à mettre en place pour les professionnels du domicile autour de ces sujets-là. Donc là, actuellement, par exemple, en 2021, on avait mis en place tout un travail sur le handicap psychique porté avec l'hôpital de Pau des Pyrénées, le centre hospitalier des Pyrénées, donc avec un médecin, des personnes de différents horizons, notamment des cadres de santé, et puis le service à la personne âgée, à la personne handicapée psychique du CHP aussi, donc pour partager sur la question du handicap psychique et en faire des ateliers un peu comme ça thématiques. On en avait fait plusieurs sur le 64 et vous avez peut-être eu la chance d'y participer. Cette année, on travaille plus sur les situations d'urgence à domicile, l'année dernière aussi, mais cette année, on y travaille très fortement. Et puis, on a pu aussi développer, enfin en tout cas permettre de mettre en place sur le 64 des formations sur les aspirations endotrachéales parce qu'il n'y en avait pas, les plus proches étaient sur Mont-de-Marsan et donc on a essayé de mettre en place cette action sur le 64
pour essayer de, voilà, de développer aussi ces connaissances-là. En parallèle, on a travaillé sur des fiches pratiques par type de handicap ou par type de sujet. Donc, ça, c'est toujours en cours. On essaye de construire vraiment des fiches qui vont pouvoir être utilisées. Et puis, en parallèle, on travaille sur des sujets de fond. Alors, on a parlé beaucoup l'année dernière, notamment de l'évaluation de la démarche qualité, avec un de nos partenaires qui est l'AFNOR, mais avec Andéo également et avec SGS Calicert aussi. Donc, on travaille régulièrement sur différents sujets. Et puis voilà, bon, je vous ai mis, vous l'aurez dans le document qu'on vous enverra, comment est structurée la répartition aujourd'hui des membres du comité technique, sachant qu'on a des institutions, des associations et des services à domicile qui font partie de ce comité technique. Et si jamais vous voulez nous rejoindre, eh bien, c'est bien volontiers que l'on vous accueille parce que c'est un lieu d'échange, de débat et de construction d'actions qui nous paraît très important. On parlait tout à l'heure des rencontres territoriales qu'on a animées donc, avec la MDPH en 2019. Et donc, dans le cadre de ces rencontres, on avait sollicité donc, tous les participants pour nous dire quels étaient finalement les thèmes qui étaient importants pour eux à développer dans le cadre de ce travail que l'on fait. Et donc, là, vous avez une liste. Vous l'aurez aussi de 18 sujets, de 18 thèmes sur lesquels voilà, il nous avait été dit c'est important de travailler là-dessus. Donc, on n'avait pas mis d'ordre de priorité, mais les situations d'urgence à domicile étaient sorties comme vraiment un sujet extrêmement important à travailler. Donc, vous voyez, on a un petit programme de travail quand même assez conséquent, en plus du travail que l'on fait au sein des comités techniques. Bon, vous l'aurez également, c'est simplement ce document pour montrer un peu qu'on travaille vraiment à la fois avec le comité technique, mais avec des partenaires. Donc, je citais tout à l'heure le Centre hospitalier des Pyrénées, mais également la plateforme territoriale d'appui. Là, on est en train de monter quelque chose avec le SDIS 64. On a vraiment des partenaires, on essaie de développer des partenariats importants pour nous aider dans cette mission. Et puis, bien sûr, on est en contact très étroit et c'est pour ça aussi que le comité technique existe avec les services à domicile pour développer les actions et les supports les plus pertinents. Alors, c'est la dernière diapo pour 2023. Donc, on continue ce qui est notre socle de travail finalement qui avait été validé lors des comités de pilotage avec le conseil départemental, qui sont à la fois la question de la veille réglementaire, la question d'essayer de développer, alors nous, on n'est pas organisme de formation, mais en tout cas, développer tout ce qui touche autour de l'accès à la formation, et puis le travail en réseau. Donc, je vous ai parlé des fiches pratiques. Voilà, on reviendra peut-être sur un autre, on essaiera peut-être de faire un webinaire là-dessus plus spécifiquement. Les ateliers de sensibilisation dont je vous ai parlé, les situations d'urgence à domicile là, qui sont en cours. On en fait une donc mercredi prochain au CHP avec le docteur Azorbli qui est le chef de pôle là, du service des urgences du CHP. Voilà, on essaie de développer ces différents types d'ateliers. Le webinaire handicap, donc, on est en train de faire aujourd'hui. Et puis, on veut également faire des webinaires un peu par thème avec donc différentes associations, que ce soit trisomie 21, autisme, enfin voilà, on essaie de développer ce genre d'action. Et puis l'action sur la démarche qualité aussi, qui est toujours un point, un travail de fond, on va dire, de notre action. Ensuite, on essaye, et puis c'est le but aussi de l'enregistrement d'aujourd'hui, d'avoir des outils que l'on publie, que ce soit des vidéos, des supports, des fichiers. Donc, on essaye de développer en fait des moyens informatiques pour pouvoir vous mettre à disposition de façon plus aisée tous ces différents documents. Donc, on y travaille. C'est pas encore ça, mais on y travaille activement. Voilà pour cette présentation courte. Donc, de toute façon, n'hésitez pas à poser des questions. Là, on va prévoir peut-être un petit temps d'échange. Et puis, je laisse la parole à Stéphanie si elle souhaite compléter quelque chose ou mettre voilà, des remarques. Et puis après, on passera aux questions. Bonjour, je vais être très rapide parce que vous avez été vraiment très complète. Merci pour vos présentations, Émilie et Françoise.
Juste voilà, pour vous encourager effectivement à vous inscrire dans un travail en réseau, puisqu'on voit quand même aujourd'hui vraiment l'importance de travailler ensemble pour répondre à l'ensemble des demandes et pour aussi vous épauler dans les difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien, au vu du nombre de situations complexes aussi que vous pouvez rencontrer à domicile. Donc effectivement, le PRH mène une action complémentaire au réseau, au RESAD, qui s'est créé il y a peu, donc pour mener ensemble aussi les actions donc sur le secteur de l'aide à domicile. Voilà, c'est tout ce que je peux ajouter parce que j'ai trouvé que c'est très complet. Ok, merci beaucoup Stéphanie. Et puis, on va pouvoir passer aux échanges, questions. Donc, on va faire comme ça vient, comme vous voulez prendre la parole, activez votre micro et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Alors, est-ce qu'il y a des questions soit pour Émilie ou soit pour nous, pour Stéphanie Lavielle et pour le pôle ressources handicap? Ou est-ce qu'il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, ça va aller. Bonjour, je suis Stéphanie Poussou à la Gunsa Echelap à Asparin. Alors, moi, j'ai plusieurs questions, mais dont une, puisque la situation s'est présentée dernièrement, on accompagne un bénéficiaire PCH qui est en situation de handicap physique avec un fauteuil roulant. Et sur cette situation, on a eu un accident de travail il y a à peu près un peu plus d'un mois. Et on a sollicité la MDPH et aussi un ergothérapeute puisque l'accès au logement est très difficile. Et la préconisation qu'on a sur la fiche de liaison, c'est d'accompagner ce bénéficiaire sur des sorties extérieures. Donc, dans la mesure où l'accompagnement est devenu très difficile sans rampe adaptée à la situation de son logement, aujourd'hui, on ne fait plus de sorties avec lui. Donc, ça l'affecte beaucoup. Et je voulais savoir par rapport aux aides techniques dont vous parliez tout à l'heure, s'il y avait des dispositifs d'urgence, parce que les démarches sont en cours, mais on est quasiment à un peu plus d'un mois là, de la demande, en tout cas que lui a pu formuler aussi auprès de la MDPH. D'accord, la demande a bien été formulée, hein, puis c'est bien ça que vous Alors, dites. elle est pas passée par notre service, parce qu'il est accompagné aussi par un travailleur social, parce que lui aussi a des contacts, je veux dire, il est autonome sur ce sujet-là. Nous, on a mandaté un ergothérapeute avec qui on travaille pour au moins évaluer la situation et voir si il pouvait y avoir des solutions, on va dire, immédiates, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, cette personne, aujourd'hui, elle est vraiment enfermée chez elle. Et nous, dans l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui, par exemple, on n'est plus dans les clous de la fiche de liaison, je dirais. Et oui, parce qu'il y a des sorties qui ne peuvent plus être réalisées de ce que vous dites. Alors, dans ces cas-là, effectivement, il faut nous saisir ou me saisir par mail aussi. Hein. Vous aurez mes coordonnées. S'il y a une urgence dans une situation, on essaie. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé des délais, mais vous l'avez compris, avec l'ensemble des demandes qui nous sont déposées, les délais d'évaluation, effectivement, s'allongent un peu. Et en matière de PCH, et notamment s'il y a des travaux, alors là on serait que sur du matériel dans votre situation, mais c'est vrai que s'il y a des travaux ou autres, ça demande des délais moyens de 6 mois à peu près à compter du dépôt du dossier. Donc, s'il y a des urgences dans certaines situations, vous n'hésitez pas à nous saisir directement. Alors, soit le travailleur social qui intervient sur le secteur géographique. Alors, j'ai oublié de vous préciser d'ailleurs dans le diapo, normalement, une communication a été faite à l'ensemble des services d'aide à domicile pour avoir les coordonnées des travailleurs sociaux qui interviennent par zone géographique. Alors, sur le Pays Basque, ça n'a pas foncièrement beaucoup bougé, mais en Béarn, on a eu une redéfinition des secteurs et des zones d'intervention. Donc, vous avez normalement, ou à tout le moins les responsables de chacun des services, ont reçu cette nouvelle répartition. Et si jamais vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me saisir pour que je vous renvoie ces éléments. Donc, en cas d'urgence, vous sollicitez le travailleur social qui fera le lien. MDPH, qui fera le lien avec l'ergothérapeute et effectivement, on essaiera d'être réactif pour les situations d'urgence. Après, je ne l'ai pas précisé, mais toute intervention de l'ergothérapeute passe par un dossier MDPH. On a pu avoir des sollicitations de certains services d'aide à domicile pour du conseil
Là, dans ces cas-là, notre ergothérapeute n'est pas missionnée pour faire du conseil. D'accord. Elle va évaluer les besoins de la personne et s'il y a des aides techniques, effectivement, qui sont préconisées pour sa situation, il faut passer par le dossier MDPH et l'évaluation se fait dans un deuxième temps. Mais on avait eu une sollicitation, mais il me semble que c'était en Béarn, pour du conseil dans les manipulations ou les gestes à réaliser. Nos ergothérapeutes ne sont pas sur ces missions. Voilà, mais pour toute urgence, n'hésitez pas à solliciter le travailleur social ou moi-même qui ferai le lien avec les équipes pour accélérer un peu les évaluations quand effectivement il y a un maintien à domicile qui se complexifie. Merci. Vous aviez d'autres questions ou c'était là? Alors, moi, j'en avais une autre, mais je peux laisser la parole aux autres participants, peut-être. Écoutez, tant que vous y êtes, il n'y a pas d'autres personnes qui se D'accord. manifestent pour le moment. Moi, j'avais des questions parce qu'on commence à, enfin voilà, on regarde les taux de consommation de nos plans d'aide et c'est vrai que sur les profils voilà, d'usagers PCH, on est sur des taux de consommation qui sont quand même assez bas. Alors, pas pour tous, hein, mais il y en a quand même par rapport à la fiche de liaison, elle s'est préconisée dedans. Quand on intervient à domicile, effectivement, c'est un peu différent de ce qui a été préconisé sur la fiche de liaison. Et au moment de la mise en place du plan d'aide, on a aussi beaucoup d'usagers qui, au final, reviennent un peu sur ce qui avait été acté avec la MDPH et qui disent non, je vais avoir besoin que d'une heure par semaine. Et on est quand même sur des plans d'aide qui sont assez élevés au niveau de l'enveloppe, on va dire, horaire. Hein. Enfin, on est à minima aux alentours de 60 heures. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux là, mais c'est vrai que on a quand même beaucoup de plans d'aide qui sont baissés par nos usagers, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est des éléments qu'on doit effectivement faire remonter à la MDPH. Alors, moi, je n'avais pas le visuel sur l'encart dont vous parliez tout à l'heure, mais du coup, on va l'utiliser. Hein. Enfin, les informations, effectivement, à faire remonter, à communiquer à la MDPH. Mais en tout cas, de manière globale, on a effectivement des plans d'aide qui sont plus bas que ce qui était prévu, quoi. Oui, c'est important de nous le faire remonter. Après, nous, on évalue effectivement le besoin hors contrainte d'offre, je dirais. Et après, il s'avère que dans la mise en œuvre, bien entendu, certains services à domicile ne peuvent pas maintenir les heures telles qu'elles ont été prévues. Donc, c'est important de nous le signaler. Et il arrive aussi que l'usager, au final, même s'il était partant lors de l'entretien pour l'intervention d'un tiers, pour des sorties ou autres, au final, s'il y a beaucoup de professionnels ou autres, on a certains retours où ça va faire trop et puis ils préfèrent mettre en place moins d'heures que ce qui était initialement prévu. Mais je pense que c'est des échanges qu'il est important que vous portez à notre connaissance dans le cadre du suivi de la mise en place. D'accord. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je vous dis, je n'avais pas vu, moi, enfin, effectivement, cet encart, vous ne l'avez pas identifié, en tout cas, voilà, pour cette communication-là. Et c'est pareil, c'est envoyé à notre correspondant aussi Oui, sur le territoire. oui. Okay. Oui. Soit au travailleur social, soit à la MDPH, et après, ça sera redispatché. D'accord. Très bien, j'ai fini, merci. Merci à vous. Merci à vous. Oui, je reviens juste sur ça, Émilie, sur les contacts avec les travailleurs sociaux. Donc, vous disiez que c'est plus, en tout cas, privilégier plutôt les contacts par mail, c'est ça, avec les travailleurs sociaux des zones géographiques. Oui, sur les supports qui ont été envoyés, vous avez les coordonnées téléphoniques et les coordonnées mail, mais c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup mieux avec le mail puisque c'est des professionnels qui sont amenés à aller à domicile ou être en réunion d'équipe pluridisciplinaire, donc ils ne sont pas forcément joignables facilement sur un temps de bureau, tandis que par mail, c'est plus simple et ça permet d'être plus réactif aussi à certains moments. D'accord. Et donc, dans les supports qu'on va adresser là aux participants, donc on mettra les 2 supports qu'on a présentés. On remettra peut-être la fiche de liaison, c'est ça? Vous disiez, on peut peut-être la remettre, la dernière version. Oui.
est-ce qu'on pourra mentionner vos coordonnées aussi par rapport à Oui, 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 bien sûr. Sur le support, elles y sont. Alors, on vous le renverra si jamais vous ne l'avez pas tous eu sur le support des secteurs, là, des travailleurs sociaux. Il y a un support très détaillé, il y en a un simplifié et il y a mes coordonnées, hein, de toute façon, dessus, mes coordonnées mail. Donc voilà, si besoin, n'hésitez pas à nous solliciter en cas d'urgence. Bon, je pense que vous le faites, et vous faites le lien avec les travailleurs sociaux aussi, mais n'hésitez pas, voilà, s'il y a vraiment une urgence ou une évaluation qui nécessite d'être réactif, que ce soit du fait d'une dégradation de l'état de santé. Alors, il faudra toujours passer par un dossier de demande dans tous les cas. Il faudra qu'un dossier soit déposé, mais après, on peut être quand même réactif s'il y a eu voilà, un nouveau diagnostic qui a été posé ou voilà, une aggravation subite de l'état de santé, la nécessité de matériel ou d'adaptation du logement ou quoi. On essaiera d'être réactif aux sollicitations pour de réelles urgences, quoi, disons. D'autres questions? Alors, il y a une question concernant les orientations. Alors, donc, comme le micro ne fonctionne pas, je vais lire la question. J'ai une question concernant les orientations MDPH des ESMS. Il était question de différencier ESMS médicaux ou non médicaux. Qu'en est-il? Le manque de souplesse entre domicile, SAVS et ESAT peut mener à des situations de rupture. Alors nous, on oriente toujours vers le médico-social, hein, vers le sanitaire. Ce n'est pas des orientations MDPH. FH, alors là, je manque de souplesse entre domicile, SAVS, ESAT, FO, FDV, vous pouvez nous... Foyer de vie, je pense, foyer d'hébergement, foyer de vie. Alors on n'est pas... Alors, je sais pas si... FH, FO, FDV. Foyer d'hébergement, je pense, et foyer de vie. On n'est pas. Alors, je ne sais pas si votre question, c'est sur le fait de prononcer plusieurs orientations, foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé. Genre, je ne sais pas si c'est ça. Entre ESMS médicalisé ou non. Vous voyez la question, Simili, pour une demande d'aide aux vacances devant refaire un dossier. C'est médicalisé. Oui, j'essaie de répondre à la première question, mais j'avoue ne pas... En effet, on ne va pas orienter, on ne va pas pouvoir faire une même orientation pour un foyer d'accueil médicalisé, une maison d'accueil spécialisée. C'est censé être des établissements différents avec des personnes au sein de ces établissements avec des besoins différents. Donc, sauf dans certaines situations complexes, et là, je parle vraiment de l'exception des situations de groupe opérationnel de synthèse où il peut arriver qu'on notifie une maison d'accueil spécialisée, mais tel type d'établissement ou tel type de foyer de vie, de foyer d'accueil médicalisé. Ça peut arriver, mais ça reste à titre exceptionnel. Sinon, au vu des besoins de la personne, on va cibler un établissement qui peut répondre au mieux à ceci. Alors, foyer d'hébergement ESAT, SAVS. Là où je ne comprends pas la question, parce qu'on prononce des orientations, ESAT avec foyer d'hébergement, bien entendu, il faudrait peut-être me préciser. Alors, pour une demande d'aide aux vacances, là, c'est une autre question, devons-nous refaire un dossier? Si le dossier initial qui a été déposé a plus d'1 an et s'il a eu une réponse, dans ces cas-là, il faut reconstituer un dossier, en précisant que c'est pour une demande de PCH et de charges exceptionnelles, et on va demander un devis détaillé, c'est-à-dire que l'organisme de séjour va devoir nous détailler quel est le surcoût lié au handicap. Alors auparavant, ils évaluaient un montant global de surcoût lié au handicap, et la Commission des droits et de l'autonomie a demandé à ce que ce montant soit détaillé, qu'on sache combien d'heures nécessite l'accompagnement de telle personne, allait nécessiter tant d'heures. Donc, on leur fait compléter un support spécifique dans le cadre des demandes de séjour. On pourra vous le joindre également parmi les documents annexes. Comme ça, s'il est complété dès la constitution du dossier, c'est encore mieux, on perd moins de temps. À partir de quel âge prenez-vous en compte les frais de protection pour un enfant? Alors, pour un enfant, on prend toujours en comparatif un enfant du même âge sans handicap.
Donc, on va évaluer, par exemple, si la propreté est acquise normalement autour des 3 ans. Alors, ça dépend toujours des enfants, mais en général, dans les 3 ans ou à peu près, si l'enfant a 5 ans ou 6 ans et qu'il n'est toujours pas propre, dans ces cas-là, on va considérer que c'est vraiment un surcoût lié au handicap et on va le prendre en compte au titre des frais de protection. Mais on compare toujours par un enfant non handicapé. Idem pour l'évaluation du temps de surveillance, c'est-à-dire est-ce que cet enfant, si on est sur un plan d'aide humaine, est-ce que cet enfant nécessiterait de la surveillance en situation de handicap ou pas? Pour les très jeunes enfants, malgré tout, il faut les surveiller. Donc, l'item de surveillance ne sera pas valorisé pour les très jeunes enfants. Oui, là, je n'ai pas bien compris la question de FAMA, c'est médicalisé. Oui, ça, c'est médicalisé. Et foyer d'hébergement ESAT SAVS, ça ne l'est pas. Oui, donc on oriente en fonction des besoins de la personne. Si on relève qu'il y a un besoin de soins, effectivement, on ne va pas l'orienter en foyer de vie parce que le foyer de vie, lui, n'est pas médicalisé. Donc, ce besoin en termes de nursing, par exemple, et si les besoins dans les actes de la vie quotidienne sont vraiment très importants, ça ne peut nécessiter des traitements ou autres. Dans ces cas-là, on va peut-être se dire que le foyer d'accueil médicalisé ne sera pas suffisant et donc on va orienter vers une maison d'accueil spécialisée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais… De toute façon, ce qu'on pourra faire pour les questions qui ne seraient pas suffisamment répondues, n'hésitez pas à nous les faire passer ou à m'appeler par derrière et on fera un échange. Ce qu'on essayait de dire, c'est qu'on pourrait aussi faire un document écrit pour répondre aux questions qui n'auraient pas eu les réponses suffisamment précises par rapport à vos attentes. Hein, donc, n'hésitez pas à nous les faire passer par ailleurs, par mail, etc. Ou m'appeler, pareil. Et on essaiera de faire un document pour compléter ce qui n'aura pas pu être répondu. D'autres questions? N'hésitez pas à désactiver, à activer plutôt votre micro. C'est souvent plus facile. Je vois Madame Mouton-Touré. Vous ne pouvez pas activer votre micro, ça serait plutôt plus facile. Parce que… Touche la PCH, elle veut changer de prestataire, comment doit-il faire? Alors oui, c'est vrai que c'est une information importante que je n'ai pas détaillée tout à l'heure. Lorsqu'il y a un changement de service prestataire ou lorsque le plan d'aide du bénéficiaire prévoyait de l'aidant familial, par exemple, quand on l'a passé en commission, c'était le conjoint ou le concubin qui intervenait. Mais voilà, celui-ci veut arrêter et fait appel à un service prestataire. Dans ces cas-là, la personne handicapée ou son représentant légal donne l'information au service paiement du conseil départemental. Il n'a pas besoin de repasser par la MDPH, ça ne nécessitera pas une nouvelle décision de la CDAPH, mais c'est le département, le conseil départemental, qui va prendre en compte cette modification-là. Dans la mesure où on va vers du tiers extérieur, où il y a un changement de tiers extérieur, si on passe de l'emploi direct vers du prestataire ou du prestataire vers de l'emploi direct, ça se gère au service paiement du département. Il y a uniquement dans le sens inverse, si le plan d'aide prévoyait l'intervention d'un service prestataire, que celui-ci arrête ou que le bénéficiaire souhaite stopper ses interventions et souhaite dédommager un aidant, dans ces cas-là, le département va demander l'avis des équipes MDPH pour voir si l'intervention de l'aidant est pertinente dans cette situation. Mais c'est le seul cas. S'il y a un changement de prestataire ou si on va de l'aidant familial vers du tiers extérieur, le département peut prendre en compte à lui seul le changement de ce plan d'aide. Et c'est vrai que c'est une information importante pour vous puisque voilà, dans ces cas-là, l'assistante sociale MDPH ne va pas intervenir. Et merci pour cette précision importante. Est-ce que Stéphanie, vous avez des choses à rajouter par rapport à cette question? Non. Okay. Alors, vous devez savoir qu'il y a une adresse mail générique. Hein. Je pense que vous êtes habitué à les contacter au niveau du service paiement du conseil départemental. C'est paiement.pch@le64.fr. Voilà, c'est une adresse mail générique où les personnes en charge du paiement traitent l'ensemble des modifications de plan d'aide notamment et la prise en compte des nouvelles décisions aussi.
Alors, des fois, on est questionné, nous, MDPH, sur le fait que le plan d'aide ne soit pas enregistré sur ASAPro. Alors, je sais que vous, c'est votre logiciel qui vous permet d'avoir une visibilité de la PCH, mais nous, MDPH, on ne gère pas du tout ASAPro. Donc, ces modifications si ces éléments-là n'apparaissent pas sur ASAPro, c'est bien le service paiement du département qu'il faut interpeller. Voilà, nous, MDPH, on ne pourra rien faire si le dossier n'a pas été encore évalué. Bon, du coup, c'est normal que ça n'apparaisse pas sur ASAPro. Donc là, il faut nous saisir si jamais c'est urgent ou qu'il y a une rupture de droit ou quoi. Mais si on a transmis, nous, MDPH, les informations, enfin la notification de décision au département et que celui-ci n'apparaît pas sur ASAPro, là, il vaut mieux se référer avec les services du département. Nous, on ne pourra pas intervenir dessus. Bien, merci. Ok. D'autres remarques, questions, suggestions aussi par rapport à l'exercice d'aujourd'hui, des besoins d'échanges différents. On est à votre écoute. Du coup, moi, je me questionne sur effectivement les prestations qui sont réalisées dans le cadre des BCH et l'aide ménagère. Ça signifie ce que vous disiez tout à l'heure, que si on détecte, par exemple, nous, au moment de l'accompagnement, qu'il y a un besoin au niveau de l'aide à l'entretien du cadre de vie, de faire remonter cette information du coup auprès de la MDPH, peut-être pour solliciter de l'aide ménagère et la prise en charge spécifique du coup. Oui, tout à fait. L'aide ménagère, si c'est vraiment dédié aide ménagère, entretien du linge ou du logement, elle ne doit pas être inclue dans le plan d'aide PCH. Donc après, c'est à voir avec le bénéficiaire et ses ressources, puisque s'il doit monter un dossier d'aide sociale, tout dépendra des ressources. Ou éventuellement, si ces ressources dépassent les plafonds d'aide sociale, dans ces cas-là, c'est peut-être solliciter un crédit d'impôt s'il embauche quelqu'un pour faire l'aide ménagère. Mais oui, vous pouvez vous rapprocher soit du service social de secteur, s'il est déjà suivi par une assistante sociale des SDSEI, dans ces cas-là, vous pouvez vous rapprocher d'elle. S'il n'y a pas d'accompagnement précis, l'assistante sociale MDPH pourra faire le lien, oui, pour un dossier en parallèle d'aide ménagère. D'accord. Mais d'abord, c'est avec le travailleur social qui l'accompagne, SDSEI. Oui, tout à fait. Merci. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter à ce stade-là, sachant que voilà, on est à disposition. Donc, on vous adressera dans les jours qui viennent là, à tous ceux qui se sont inscrits. Donc, si jamais... Ah, une nouvelle question. Ah oui, alors attendez, si une personne L'aide avait ménagère peut être prise par la MTP. Oui, la majoration tierce personne. Effectivement, pour les personnes qui ont la majoration tierce personne, on a la possibilité de déduire cette dépense-là de la majoration tierce personne. Donc, ce qu'il va rester de cette prestation d'MTP, ça va permettre de financer en complément le plan d'aide PCH. Mais dans ce cas-là, c'est possible. Effectivement, si le bénéficiaire a une majoration tierce personne, il peut en utiliser une partie pour payer son aide ménagère. Et s'il lui reste un peu d'MTP, on va l'utiliser. Comme c'est une prestation sécurité sociale, la majoration tierce personne, elle est donc prioritaire par rapport à la PCH. Et donc, on va utiliser son restant de MTP pour financer le plan d'aide PCH. Et le département va venir compléter la dépense d'aide à la personne. Et j'ai vu une question qu'on a dû louper à partir... Alors, si une personne avait une PCH et qu'elle a plus de 60 ans par la suite, doit-elle faire une demande APA? Alors non, si elle avait une PCH et qu'elle a plus de 60 ans, elle peut garder le bénéfice de sa PCH. Si elle veut basculer en APA parce que ça serait plus avantageux pour elle, elle a la possibilité aussi. Mais si elle avait déjà la PCH et qu'elle passe à la barrière des 60 ans, elle peut rester dans le dispositif PCH ou alors elle peut solliciter un plan d'aide APA. Si par exemple il y a l'intégration d'un EHPAD, effectivement la PCH n'intervient pas pour financer le forfait dépendance, alors que l'APA va permettre de financer une partie
de la dépense liée à l'EHPAD. Donc, dans ces cas-là, il vaudra mieux solliciter l'APA et arrêter sa PCH. Et ensuite, il y avait une personne handicapée qui touche la PCH et veut changer de prestataire. Voilà, ça, on y a répondu. Ok. Ok, très bien. Parfait. Donc, on va envoyer donc, à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire les documents. Si jamais vous n'étiez pas inscrite et que vous avez eu par un autre biais le lien du webinaire, n'hésitez pas à me renvoyer votre adresse mail pour que je vous envoie les documents présentés auxquels on a parlé. Et donc, on a dit, Émilie, pour ajouter aussi le document tout à l'heure. Voilà, je me suis noté. Il s'appelle un autre document dont on parlait tout à l'heure. Oui, les fiches de liaison, les secteurs des travailleurs sociaux avaient leurs coordonnées et les miennes. Sur une demande spécifique pour les Ah oui, pour les vacances, les surcoûts de séjour adaptés. Je vais envoyer le détail de la dépense du surcoût. Oui. Surcoût de séjour adapté. Donc, oui. Voilà, si vous pouvez me le faire passer, comme ça, on pourra le. Mais je vous envoie tout, Françoise. Ainsi que la fiche de liaison, s'il y a eu des modifications sur la dernière version, je peux faire que vous m'envoyez les derniers. Comme ça, j'enverrai tout. Le support, oui, je l'ai, vous me l'avez fait passer. A priori, sauf si vous avez fait si peut-être vous avez fait quelque chose. Oui, je vais vous renvoyer le dernier support aussi, oui. Comme ça, je l'adresserai à tout le monde. Parfait. Bon, pas d'autres questions? Eh bien, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Émilie, pour ce temps. Merci à toutes et tous. Et puis ben, à bientôt, en tout cas, pour échanger par mail. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre le comité technique. Vous êtes les bienvenus. Merci. 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 Au revoir. Alors, Au revoir.